c'est lourd. Night Channel. Bonjour, bienvenue sur le Wishing Like Channel, ici Rosalie, en direct de notre émission, mon émission, je suis trop contente, l'émission Banane & Co, c'est la première, donc en mode podcast, et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir des super invités. Donc l'objectif de l'émission, concrètement, c'est vraiment de mettre en avant des personnes qui ont la banane. Donc vraiment le côté positive attitude, très important. Et la thématique qui est vraiment d'actualité, vraiment pour la rentrée, c'est justement surmonter ses peurs pour passer à l'action. Que ce soit en fait un projet entrepreneurial, un projet personnel ou dans un domaine ou un champ de compétences qui est très loin de ce qu'on est à la base, je pense que le plus important c'est effectivement d'avoir le retour d'expérience de ces personnes qui vivent en fait comme vous ces mêmes peurs-là et qui puissent en fait nous partager des clés qui leur ont permis de passer à l'action et de vivre tout simplement ce projet entrepreneurial. Donc aujourd'hui, je vais présenter mes super invités. Donc pour cette édition spéciale, je suis très heureuse de vous avoir. Merci les amis. Merci, donc Rosalie. on va commencer aujourd'hui par Imab. Donc je vais présenter Imab. Bonjour. Donc Imab, alors le domaine pour lequel je voulais que tu interviennes justement sur cette émission-là, c'était vraiment sur le domaine sportif. Parce qu'à la Oui, base, parce qu'il y en a plein, c'est pour ça. oui, t'en as plusieurs, effectivement. Non, mais c'est vrai, t'en as plusieurs, parce qu'il est aussi entrepreneur, il est aussi en fait chef de projet par ailleurs. Il est aussi papa, et c'est aussi mon conjoint. Merci. Donc il a plusieurs casquettes aussi, mais là, le domaine dans lequel je voulais que tu interviennes, c'était vraiment sur le domaine sportif. C'est-à-dire que justement, on est à la base, voilà, tu m'avais dit, mais pourquoi tu n'interviews pas, je sais pas, Anthony Faux ou un autre sportif connu? J'ai dit, mais ben non, parce que lui, il est déjà comédien, il fait des cascades, c'est son domaine en fait de compétences, donc c'est normal qu'il soit sportif. Mais le sport, finalement, je pense que c'est un état d'esprit, et puis c'est surtout la possibilité en fait de chacun de se dire, bah, je peux être totalement quelqu'un d'ordinaire et puis faire des choses extraordinaires. Et c'est ce que tu as accompli en fait par le biais de ton Ironman. Vous êtes en train de dire que tu Non, quelqu'un mais de ce que naze comme moi en sport qui a réussi à faire un Ironman non, il est pas si qui naze que sait ça. intervenir quoi. À l'origine. Ah non, il est en train de regarde, tu vois, il tourne le truc en ridicule, c'est plus fort que lui. Parce qu'il est gêné, tu vois. Mais non, et moi justement, je trouve que c'est génial, c'est de montrer justement ouais que c'est monsieur et madame tout le monde qui à partir du moment a décidé de se dire bon ok, j'ai pas peur du ridicule, j'ai pas peur de peut-être pas finir, j'ai peut-être je m'affranchis en fait du regard des autres et des peurs quelconques et de me dire bah finalement le trip me donne envie, j'ai envie d'aller jusqu'au bout et on verra ce que ça peut me mener. Et t'es la preuve que oui, on peut en fait y aller et j'aimerais vraiment que tu nous partages parce que ça c'est hyper intéressant, je pense que ça peut inspirer tellement d'autres personnes qui s'autorisent pas justement, qui se disent ouais bah non je suis pas assez sportif, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, j'ai des problèmes physiques etc. Et puis finalement te dire bah non, toutes ces excuses on se les met de côté et on décide de vivre le truc, tu vois. Donc je suis vraiment contente que tu puisses voilà, nous partager. Donc on va revenir sur ton profil, même si tu vas nous en dire un peu plus, je peux tout dévoiler hein, quand même. On a aussi, comme je disais, Marie-Suzanne donc, aujourd'hui. Donc je suis très contente de te recevoir Marie-Suzanne parce que justement toi tu es à un stade de ton projet. Moi je dis il faut vraiment que tu viennes, tu avais ta place sur cette émission. Je trouve que c'était vraiment formidable parce que justement je pense que c'est même ta peur aujourd'hui, je pense la plus... prédominante, c'est faire naître ce projet-là et de le faire vivre. C'est vraiment lié à ta maladie, effectivement, à quelque chose de personnel, mais pour en faire quelque chose de vraiment exceptionnel. Et ce projet-là qui est lié à ta maladie, l'endométriose, j'aimerais vraiment que les auditeurs puissent entendre en fait ce que tu as vécu, ce que tu vis, et en fait ce que tu es en train de faire pour surmonter ces peurs-là, pour passer à l'action. Et donc ça, je pense que ça peut être hyper inspirant pour les personnes, donc je tiens vraiment à te remercier. Merci à toi de m'inviter. Non, mais vraiment, on va pas tout dévoiler, on va teaser, hein, n'est-ce pas? Donc oui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter également sur ton parcours. Olaï, Olivier. Salut. Donc ouais, on se connaît, hein. Donc je suis vraiment contente aussi que tu aies accepté pour cette première émission, parce que comme je dis souvent, en fait... les peurs qu'on peut avoir, il y a plusieurs façons de les surmonter. Et moi, je disais que la principale, c'est de pas attendre d'être prêt pour commencer. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui permet de surmonter ces peurs, c'est aussi d'être bien entouré. Et je tiens à te remercier parce que tu fais partie de mon entourage. Je considère que tu fais partie de mon entourage d'élite. Des personnes, en fait, qui ont un esprit positif qui permet, en fait,
de s'affranchir entre guillemets des différents obstacles qu'on peut avoir, de se dire bon bah voilà, donc tu as vraiment une expérience d'entrepreneuriat, tu as commencé je veux dire très tôt je veux dire, à entreprendre et je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter également là-dessus. Tu as un parcours extrêmement polyvalent et je suis vraiment contente que tu sois là pour partager tout ça, donc merci. Avec plaisir. Voilà. Puis bah Vanessa, merci Vanessa d'être là également. Je suis Voilà, vraiment sympa. très très contente que tu sois là parce que tu as cette énergie et je tiens vraiment à te remercier parce que c'est vrai que tu vois, souvent on se disait qu'en tant que femme, et en tant qu'homme aussi, on n'a pas forcément les mêmes peurs dans les différents domaines. Je pense même que souvent les femmes, on a tendance comment dire, à moins se sentir légitime en fait lorsqu'on décide d'entreprendre des choses. Et moi je trouve que voilà, la manière dont tu m'as parlé quand tu m'as dit bah moi j'ai pas forcément eu des peurs parce que ça m'a appelé, c'était naturel. Je trouvais que c'était intéressant justement d'avoir justement ces deux regards complémentaires et différents parce que Marie-Suzanne de son côté elle a vécu plutôt en mode je suis bloquée, j'arrive pas trop à y aller. Toi, ça a été plutôt l'inverse. Je me sens pas bloquée, je me sens appelée et je trouve que c'est aussi fascinant en fait de se dire que quand il y a quelque chose comme ça, il faut se laisser porter peut-être par des énergies et juste accepter, s'autoriser à vivre le truc quoi. Donc merci en tout cas parce que pareil, on va revenir sur ton parcours et je trouve qu'il est vraiment hyper inspirant et pareil, vous avez totalement vos places en tant que banane sur cette édition Banane & Co. Ok, donc on va commencer maintenant par Im, on va commencer comme ça. Hein. Et toi, tu te présentes pas? Ah moi, je me oui. suis présentée déjà. Ah bon? Ouais, Tu vas j'ai parler fait un de gros quoi? salaire. Quel est ton projet? De ton projet? Et De ta mes peur? projets, de mes peurs, j'en ai un paquet moi. J'en ai un paquet des peurs. Hein. Je suis bourrée de peurs moi à la base, hein, mais c'est ça qui est génial, c'est que justement le but c'est de partager en fait ce qu'on vit en termes de projets, de peurs et de se dire comment faire pour les surmonter au fur et à mesure, juste en commençant. Donc moi, c'est vrai que j'en parle par le biais de mon vlog, j'en parle par le biais de mes articles, je parle par le biais de mes meetings, de mes rencontres. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'illustrer ces choses-là par le biais de personnes comme vous qui ne prennent pas forcément l'opportunité de saisir cette parole-là pour l'exprimer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de donner aux auditeurs la possibilité d'entendre quelqu'un d'autre que moi. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de vous écouter. Okay. Et après, il y aura Cody aussi qu'on va interviewer. Mais il le sait pas encore. Voilà. Donc, il me refait l'émission. Pour l'instant, il est derrière la caméra, il est tranquille, mais après, il va venir ici, il va parler un peu de son parcours. Mais voilà. oui. Bon, écoute, Im, Oui. alors, ce qui était intéressant, c'est effectivement, comme on disait, sur l'Ironman, précisément. Alors, on va revenir un peu en arrière. Dis-moi, vas-y. Comment je suis arrivé au Comment sport? t'es arrivé? Donc c'était, comme disait Rosalie, en fait je suis vraiment pas quelqu'un de sportif à la base, je faisais un peu de sport par-ci par-là, comme tous les jeunes en fait, tu remplis un peu tes... Non, pas PlayStation, non, je faisais pas mal d'activités en plein air on va dire, mais je me suis jamais investi dans un vrai sport en fait en particulier. Et c'est vrai que là où on a un peu commencé, c'était ensemble qu'on a commencé en fait, à faire vraiment un sport en club, c'était au taekwondo. Oui. C'était un peu par hasard aussi parce que j'avais rencontré des amis qui se m'entendaient bien, qui avaient un club, qui avaient monté un club et du coup on a passé 2 ans là-bas. Ouais. Donc ça m'a bien plu, mais bon je ne suis pas plus retrouvé que ça. Et après, après on a tous les jours, on travaille, voilà. Donc à un moment donné, c'était en 2011, 2012. J'ai commencé à ressentir un besoin parce qu'on avait on avait monté la boîte de Fever et tout. Et là, j'étais pas bien, j'étais un peu dans mes trucs, je sentais que je perdais un peu pied et je me suis mis à courir. Donc au début, j'ai fait 2 km, j'étais au bout de ma vie quoi. 2 km, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Et du coup, je m'en souviens très bien, au bout de 2 km, c'est un tour de parc et à l'arrivée, j'étais en sueur et tout. Et au fur et à mesure, ça a augmenté, mais c'est venu un peu par hasard comme ça, je me sentais que ça me faisait du bien. Ça me permettait de m'évader. Et à un moment, du coup, j'ai voulu m'inscrire à un club de sport donc de la société où j'étais. Et comme par hasard, à ce moment-là, je me suis fait mal. Je me suis fait mal à niveau Comme par hasard, du péroné. Et j'étais un peu dégoûté. Et j'ai un ami, c'est un ami, qui lui allait s'inscrire cette même année au triathlon, du même club, la même société. Et il m'a dit, tiens, viens t'inscrire à ce club-là, c'est pour moi, même si tu peux pas courir, tu pourras au moins nager et faire du vélo.
Je suis ok, pourquoi pas. Donc je me suis inscrit comme ça sur un coup de tête et puis j'ai commencé à faire de la natation, du vélo et je me suis un peu pris au jeu. Du coup, l'année d'après, toujours ce même ami, en fait, il m'entraînait un peu, il dit ouais viens, on va s'inscrire à un triathlon. Et puis, ok, bon, on va s'inscrire à un triathlon, on va s'inscrire à un demi-Ironman. Je suis, ok, on va s'inscrire à un demi-Ironman et tout. Au fur et à mesure, bah, tu t'entraînes, je dis pourquoi pas. Après, tu t'intéresses un peu au truc. Tu te dis, tiens, triathlon, je connaissais pas vraiment, qu'est-ce que c'est? Tiens, Ironman, c'est le truc, j'entends toujours parler à la télé et tout. Plein de gens en ont parlé, je me dis, tiens, c'est génial et tout. Mais ça semble impossible, quoi. Et enfin, Tu peux rappeler quand même les kilomètres que ça. Bah, dans l'Ironman, chacune des en disciplines. fait, c'est un triathlon très longue distance. Ça s'appelle les triathlons XXL. Et c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon que t'enchaînes en fait. 42 km. Que t'enchaînes dans la même journée. En fait. Tu journée. démarres le matin à 5-6 heures du matin et tu termines en fin d'après-midi. Et pour moi c'était impossible quoi. Je dis merde, c'est pas possible, c'est pas pensable. Et donc je me suis un peu renseigné dessus et j'avais autour de moi des amis du club justement qui avaient déjà fait les Ironman. Ils me disent si c'est possible et tout, tu peux le faire, il n'y a pas de souci, faut juste que de l'entraînement, faut de la rigueur. Et c'est là où je me suis dit une année ouais, j'ai ruminé ça pendant quelques mois et au bout d'un moment j'ai dit Rosalie, moi j'aimerais bien justement me lancer ce défi-là parce que c'est vraiment quelque chose, c'est le dépassement de soi. Et pour moi c'était vraiment dans la logique de tout ce que je faisais. C'est à chaque fois en fait, pourquoi j'en suis arrivé là aussi, c'est parce qu'à chaque fois que j'évoluais en fait au fil de ma carrière sportive, on va dire, entre guillemets, mais c'est pas vraiment une carrière, de mes activités sportives, je mettais des nouveaux défis que j'arrivais à atteindre à chaque fois. Et je me dis mais où est-ce que ça va s'arrêter? En fait, ça ne s'arrêtera jamais parce que tu contrôles un peu ton corps. Et c'est vraiment pourquoi j'ai fait ça aussi, c'est parce que c'est à ce moment-là, je me dis c'est vraiment le seul domaine que j'arrivais à vraiment contrôler. J'arrivais pas à contrôler et maîtriser les autres domaines de ma vie, et c'était vraiment ce domaine, mon corps en fait, où je me dis ça dépend que de moi. J'arrive à maîtriser mon corps. Et du coup, j'étais content et ça me faisait évoluer. Je me mettais plein d'objectifs dans plein de domaines et c'est que dans ce domaine où j'arrivais vraiment à évoluer en termes d'objectifs. Et du coup, je me suis fixé à un moment donné, j'en ai parlé parce que c'est un vrai projet de famille. Hein, c'est pas un projet que tu vas comme ça. Quand tu as une famille, tu peux pas dire je m'inscris à un Ironman ou une épreuve un peu de ce type parce que c'est des mois et des mois d'entraînement, des mois où tu laisses un peu de côté ta famille et un peu de côté aussi ton domaine professionnel, mais bon, moins parce que tu peux moins le faire, parce que c'est pas, les gens ne comprendraient pas. Mais justement, c'est là où la famille comprendrait un peu plus, et j'en ai parlé avec mon ami, elle était d'accord. Et le jour même où elle était d'accord, le soir j'ai cliqué. Je me suis dit des fois que le lendemain, elles se disent non, finalement non, et du coup le soir même j'ai cliqué. Et là je me suis mis justement à rechercher un peu les plans d'entraînement, chercher les conseils des uns et des autres. Et j'ai démarré mon plan d'entraînement et c'était vraiment 6 mois d'entraînement intense où j'étais vraiment, des fois j'en pouvais plus, je voulais plus, mais au bout d'un moment tu dis de toute façon j'ai pas le choix que d'y aller, soit j'y vais pas. Si j'y vais pas, j'aurais fait tout ça pour rien et j'aurais impliqué la famille, tout le monde pour rien. Je pense que tu t'es mis aussi dans un contexte qui te permettait en fait d'être focus en fait, par rapport à cet objectif, puisque au-delà d'une prise de décision, ce qui t'a permis aussi d'avancer, c'est que tu étais vraiment bien entouré, comme tu disais. Oui, et justement j'étais bien entouré et du côté de mon club, où il y avait plein de gens qui l'avaient déjà fait, du coup ils pouvaient me donner plein de conseils, et aussi du côté de la famille qui m'a vraiment supporté, même quand on s'est encouragé, même quand on s'est pris des coups de bec, quand ça allait pas bien dans le club, elle comprenait que j'étais quand même focus sur ça, du coup elle m'a pas pris la tête plus que ça. Mais du coup c'est vrai que j'en connais plein qui auraient pris la tête, hein, il y a pas de... Mais là, c'était bien. J'étais très bien entouré des côtés privés, du côté sportif. Donc, ça faisait du bien aussi. Mais ouais, après, comme je disais, au bout d'un moment, c'est vrai que j'en pouvais plus. Hein, j'en pouvais plus. Je voulais tout arrêter parce que j'en pouvais plus. Et au final, le jour de l'épreuve, à 2 semaines de l'épreuve, j'étais vraiment gavé parce que j'avais fait trop d'entraînement en fait, et je voulais même plus y aller en fait. C'était pas de la peur, mais... Non, c'est pas de la peur, c'est vraiment de la fatigue, je pense. La fatigue, je voulais plus en fait, je voulais plus le faire. Et au final, je suis arrivé le jour de l'épreuve et je me suis dit, bon, on va commencer
ça démarrait. Et comme l'épreuve se dirigeait, c'était Ironman de Nice en fait. Je me souviens. Et l'épreuve, justement, elle a commencé par la natation sur la Méditerranée, qui était hyper calme ce jour-là, hyper beau, avec un fond limpide et des paysages à couper le souffle. Même pendant la natation, tu voyais les montagnes derrière la mer et tout, c'était génial. Et à partir de là, j'ai commencé à nager, j'ai profité. J'ai profité tout le long et tout, jusqu'au vélo. Et bon, là, j'ai galéré un peu, c'était la course à pied. Bah, comme tout le monde, mais bon, après, je suis déjà arrivé là, donc Tu peux pas ne pas tu peux pas arrêter quand tu arrives à la course à pied, quoi. Et voilà, et donc j'ai fini. Et on Ouais, était là. Et tout le monde était là, la famille était là, des On amis était étaient là. là. Et puis voilà, et donc j'ai surkiffé, très très dur. J'ai mis longtemps après à m'en remettre, mais pendant un an, je voulais plus après faire de sport. Quasiment un an, j'avais plus la motivation, je voulais plus faire de sport. Je le faisais parce que je me dis, je me suis inscrit à quelques petites épreuves, pour justement me motiver, mais j'arrivais pas à me motiver. Il n'y a pas eu de Et puis peur. voilà, il y a entre-temps. pas eu non. Au moment où tu as décidé, en fait, la peur de l'échec, Si, la au peur début, de rater. justement, il y a eu de la peur, mais c'était au début. C'était au moment où je me suis décidé, et là j'ai eu peur. Après, au moment où j'ai commencé à me préparer, la peur était partie. Je t'ai dit, Parce elle que vienne que j'étais- pourra, quoi, de toute façon. Voilà, c'est ça, parce que je me suis dit, finalement, avec tout l'entraînement que j'ai eu, T'as minimisé, en fait, j'ai minimisé. la part de, Ouais. de risque et t'as optimisé tes chances de finir. Exactement. Et là, du coup, je renquille l'année prochaine Voilà. avec un autre. Je suis tarée. Avec Un un autre. végétarien. Non, avec Lifeman, c'est à Annecy. Ah, C'est un c'est Ironman sûr. en montagne, donc Wow. c'est l'un des plus durs. Enfin, c'est le plus dur de France. Et ouais, bah, écoute, merci pour ce partage, hein, franchement, c'était hyper inspirant, merci. Merci. Alors je dis très souvent, c'est vrai que c'est quelqu'un de pas bavard à la base, il est là toujours à déconner et tout, mais je pense que justement les personnes qui déconnent beaucoup et qui ne parlent pas beaucoup, en fait quand ils parlent, ils ont beaucoup de choses à raconter. Donc merci pour ton partage d'expérience, c'est vrai que ça peut inspirer vraiment beaucoup de personnes et des gens qui ne s'autorisent pas justement à se dire physiquement je veux Si, pas me donc dépasser. tout le monde peut le faire. On est d'accord. Si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Quand je vous dis vraiment le background, peut le faire. Même Kevin peut le faire. même Kevin, il peut le faire. Et Cody. N'est-ce pas? Même Cody, hein, tonton Cody. Moi, je peux pas le Et faire. elle je je vous dis, le ah dire. ouais, C'est vrai c'était. que je connais, Non, mais il y a tu des sais- gens de plus de 80 ans qui le font. Ouais. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui le ouais. font. Ah ouais. Respect. Ah ouais, ils arrivent dans les c'est derniers, mais. impressionnant. Laura, toi aussi, C'est peut-être. impressionnant. Bah, j'aimerais bien C'est impressionnant. Eh ben, avoir cette forme-là. Tu m'étonnes. Si je peux avoir cette forme-là, ce serait nickel. Mais là, c'est intéressant en tout cas. Mais il y a des choses que je retiens et tout, et on va pouvoir après faire une petite synthèse. Mais c'est intéressant en tout cas d'entendre ce partage d'expérience. Marie-Suzanne, c'est à toi maintenant. C'est à moi. Alors, Partager. moi, c'est pas Dans du un autre sport domaine. du Ah, tout. c'est pas dans le sport, mais c'est dans un domaine. Mais c'est intéressant de comprendre que dans tous les domaines, Oui. on est tous confrontés à des peurs. Et ces peurs-là, bah, quelque part, je pense qu'elles sont stimulantes, à condition qu'on décide de Tout à fait. de s'y approprier de la bonne manière. Alors, moi, c'est un autre domaine, effectivement. J'ai un projet personnel et professionnel qui est arrivé par un fait personnel, en fait. J'ai appris il y a 2 ans, bientôt 2 ans, que j'avais l'endométriose. Alors, l'endométriose, c'est une maladie qui concerne les femmes, qui est gynécologique. Donc, c'est une maladie qui touche les femmes qui ont des règles très abondantes et très très fortes, qui font très très mal. Les symptômes, c'est des règles douloureuses, c'est des problèmes de digestion, des kystes, des adhérences au niveau de son corps et aussi des problèmes d'infertilité. Donc j'ai appris ça suite à un cours de yoga. Oh là là. Première fois que je fais un cours de yoga. Et en fait, le lendemain, j'étais alitée pendant 1 heure ou 2 heures. C'est le cours de yoga qui a provoqué un Exactement. C'est vrai. J'ai jamais eu de règles douloureuses, j'ai eu des règles abondantes. Mhm. Et je me suis toujours dit qu'il n'y avait rien de spécial. J'étais suivie par une gynécologue, etc. Donc il n'y avait rien d'alarmant, elle n'a jamais rien dit. Et en fait, ce jour-là où j'étais partie donc, avec ce cours, je suis allée avec une amie. Cette amie, elle est aux urgences le soir même parce qu'elle avait un kyste qui a explosé. Et du coup, je me suis dit peut-être que moi, j'avais mal le lendemain. Je me suis dit peut-être qu'il faut que je change de gynéco et de voir avec une gynéco qui a une échographie pelvienne. Et c'est ce que j'ai fait en septembre. Et en septembre, cette gynéco me dit effectivement, là, Quelle année tu me dis septembre 2017, décembre 2017, ça va faire 2 ans bientôt. Mhm. Et elle me dit avec des gros yeux, mais tu dois avoir mal, ma pauvre. Et là, je lui dis, mais mal pourquoi je comprends pas. Et elle me dit, tu as un kyste de mi-centimètre. Donc, j'ai jamais su que j'avais un kyste parce que je suis asymptomatique, c'est-à-dire j'ai aucune douleur. Et du coup, elle m'explique légèrement qu'est-ce que l'endométriose et que j'avais ce kyste.
Donc bien sûr, elle m'avait pas tout expliqué parce que c'était une consultation, elle avait déjà pris beaucoup de temps pour m'expliquer les étapes à suivre. Et je suis allée sur internet pour chercher un peu et donc là effectivement on voit plein de choses. On voit que des problèmes d'infertilité, que ça fait très mal, on va dans les forums d'Optissimo donc on se fait un peu peur. Donc du coup je me dis bon, je suis en phase 4, je sais pas ce que ça veut dire phase 4, on dit que c'est une phase très grave. Et je me dis bon, au fur et à mesure je vais découvrir, je vais aller voir d'autres gynécos comme disaient mes parents. L'annonce aux parents c'était un peu difficile aussi mais bon, la famille était bienveillante donc c'était plutôt un moment qui m'a rassurée. Et du coup au fur et à mesure je vais voir d'autres gynécos, je me dis bon bah c'est soit opération du kyste, soit d'autres méthodes et je voulais vraiment trouver le bon médecin pour me suivre parce que c'était une maladie peu connue, donc je connaissais personne de mon entourage à part une collègue, le hasard de la vie fait qu'une collègue avait cette endométriose, elle a été opérée et donc voilà, au bout d'un moment j'avais vu 3-4 médecins, je me suis dit que la gynéco que j'avais vue elle était un peu brute au début donc je n'allais pas la garder, que j'allais voir d'autres personnes et en fait je me dis bon il y a la journée de l'endométriose qui se déroule en mars. Et là, je me dis, je vais le faire. Il y avait un forum dans la mairie du 15e. Donc, je suis partie avec ma meilleure amie pour connaître un peu plus, pour être un peu plus éclairée. Et là, en fait, ce jour-là, j'apprends un peu plus de choses. Il y avait les médecins qui vous expliquent qu'il ne faut pas vous faire opérer parce qu'il y a 2 types de catégories de médecins. Ceux qui veulent absolument vous opérer et enlever les kystes. Sauf que si on vous enlève le kyste, ça va revenir des années après. Donc ça fait plusieurs opérations, donc on comprend en discutant avec ces femmes qui sont malades, parce qu'il y avait beaucoup de femmes malades, il y avait des associations. Tu as le retour d'expérience en fait de personnes qui avaient vécu comme toi Exactement. la même chose. Exactement. Qui était en fait le plus à même finalement à te faire un vrai retour d'expérience personnel. Mais tu en as eu plusieurs, tu n'en as pas eu qu'une seule. J'en ai eu plusieurs et puis du coup c'était ces femmes-là qui m'ont bien orientée, qui m'ont dit Marie-Suzanne ne te fais pas opérer, ne va pas à cet hôpital-là parce que tu vas te faire réopérer par la suite. Donc on te conseille d'aller voir tel médecin. C'est ce que j'ai fait, mais ce médecin-là c'est 1 an de rendez-vous pour avoir un rendez-vous il faut attendre 1 an. Donc j'ai fait ma maline, j'ai vu qu'ils étaient dans d'autres centres et du coup je me suis inscrite dans ces centres-là. Et surtout quand j'ai fait cette marche, donc il y avait une conférence sur une cohorte des médecins qui travaillent sur les maladies chroniques et ils parlaient aussi de data, de données qu'ils allaient récolter avec les questionnaires. Ça m'a beaucoup touchée et parlé parce que moi je suis chef de projet dans le big data et je me suis dit là j'ai eu vraiment une révélation dans ma vie. Je me suis dit mais pourquoi on fait pas la même chose que dans le domaine bancaire où j'exerce aujourd'hui, où je suis en mission aujourd'hui. Je me dis on pourrait faire la même chose avec la santé, récolter ces données et faire quelque chose pas en mode business mais pour aider les personnes. Donc je m'étais gardé cette idée-là et au fur et à mesure, ce soir-là je rentre chez moi et puis je regarde un peu Instagram sur la marche, les choses de l'association et en fait je vois une collègue qui fait partie d'une association qui avait posté quelque chose. Je lui écris le lendemain et en fait elle me met en contact avec l'association Endomine et du coup effectivement j'adhère. Et je me dis, j'ai quelque chose à faire. Et dès le départ, je dis à ma présidente que je rencontre les personnes avant d'adhérer. Je dis que j'ai un sujet perso pour vous aider, c'est cette partie-là. Peut-être travailler de manière scientifique et informatique. Elle me dit, bon, on verra pas tout de suite, parce qu'il faut que tu te travailles sur les sujets sur l'endorun, parce qu'on faisait il y avait la première endorun. Donc je me suis dit, pas de souci, je vais agir bénévolement pour aider les autres femmes qui, elles, sont souffrantes, qui ont des douleurs. Moi, j'avais pas de douleur, donc je me suis dit, j'ai quelque chose à faire. Je suis un peu de la nature, un peu à aider les gens, donc je me suis dit là, c'était d'instinct, c'était naturel. J'y vais, je vais aider. Au fur et à mesure de mon évolution, que ce soit professionnelle ou personnelle, je me suis fixé un objectif, c'est aussi de rentrer dans la data science, dans tout ce qui est intelligence artificielle. Parce que en fait, le fait d'entendre des sujets comme la détection de cancer via l'imagerie, je me suis dit, il y a d'autres choses encore à faire que dans les données. Bien sûr. Et au fur et à mesure, je sais pas, le hasard, je pense que c'est beaucoup le destin. Le destin m'a accompagnée sur le fait d'évoluer. Aujourd'hui, je suis dans une mission dans la data science et je me suis dit, demain, j'ai envie d'aider ces femmes via peut-être la technologie du machine learning et les aider à diagnostiquer cette maladie. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, cette maladie, on la détecte au bout de 7 à 10 ans. Et effectivement, on en parle de plus en plus, parce que c'est plus tabou de parler de la maladie des femmes. En plus, on est dans une société où aujourd'hui les femmes s'affirment un peu plus. Et du coup, on ne sait plus, c'est 1 à 2 femmes sur 10 qui sont malades dans le monde. Et il y a des choses à faire parce qu'il y a des femmes qui peuvent pas aller travailler parce qu'elles sont malades, elles ont mal au ventre. Il y a des femmes qui ont des problèmes pour avoir des enfants, donc s'ils étaient diagnostiqués avant, on aurait peut-être pu congeler les ovocytes ou autre méthode. Ce que tu es en train d'expliquer, c'est que la maladie, l'endométriose,
en réalité, on n'a pas la capacité de la détecter en amont. Non, C'est en réalité au bout de 7 à 10 ans c'est ça. que la maladie se déclare. C'est ça en fait. Mais il y a a priori, comme si j'ai récapitulé, Oui. il y a a priori, il y a possibilité en fait de détecter quand même des profils à risque de maladie. Oui, C'est ça alors que t'es en il y train a de dire. déjà une première chose qu'on peut faire sans travailler vraiment avec des sujets scientifiques ou informatiques, c'est déjà parler de la maladie, D'accord. sensibiliser les médecins, parce que tous les médecins ne connaissent pas cette maladie. Mhm. Pendant beaucoup d'années, quand on a 7 à 10 ans de retard de diagnostic, c'est parce que les médecins disaient vous avez vos règles, madame, c'est normal, ce n'est pas autre chose. Vous n'êtes pas malade, vous êtes une femme, donc il faut accepter que vous avez des règles douloureuses. Et en fait, derrière, pas du tout. Mhm. C'est vraiment une maladie. Il y a des femmes qui ont pas de. Voilà, enfin, il y a certaines qui ont peut-être des douleurs et c'est normal. Mhm. Et d'autres, en fait, elles ont ces symptômes-là. Bien Et sûr. c'est pour ça qu'il y a eu des retards de diagnostic et que les médecins sont pas formés. Et aujourd'hui, pour la médecine, c'est 10 ans d'école. Mhm. Le temps de former d'autres médecins, c'est un peu compliqué. Et effectivement, pourquoi aujourd'hui le diagnostic pourrait aider les femmes, c'est de pouvoir déterminer, peut-être via des IRM déjà précis, Mhm. ou via cette détection via l'intelligence artificielle, Mhm. permettre de dire si une femme est malade ou pas, et de gagner du temps en fait. C'est ça. Parce que plus tôt tu prends en charge, Exactement. plus tôt tu peux en fait trouver des solutions Exactement. adaptées en fait. Des solutions adaptées ou soulager la douleur, parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore trouvé un remède, mais on peut trouver le bon diagnostic et dire vous êtes malade, vous n'avez pas erré pendant 10 ans comme certaines personnes célèbres comme Laetitia Millot ou Imani qui est la marraine de mon association, ou Laurie aujourd'hui. Petit à petit les gens commencent à en parler parce qu'ils ont découvert cette maladie bien plus tard. Trop tard. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait une sensibilisation forte avec toutes les associations, c'est de dire voilà, il y a cette maladie qui existe, elle n'est peut-être pas mortelle, mais il y a une souffrance quand même quotidienne de certaines femmes. C'est pour ça que ce combat, je l'ai vraiment souhaité le mener, parce que moi-même j'ai pas de douleur, mais je me suis dit mais demain d'autres femmes. Tu peux aider d'autres personnes. Exactement. Et la peur, je l'ai survenue vraiment, elle est venue vraiment vers très récemment. C'est parce que je me suis dit que mon projet peut-être allait se concrétiser, parce que j'avais tous les feux verts entre guillemets, il fallait juste que je trouve les moyens de le mettre en place. Ça va peut-être se faire, je touche encore du bois. Et en fait je me suis dit là en fait il faut que je défende mon projet, et je suis pas de nature à être visible ou à parler à plein de personnes ou être à s'exprimer facilement. Je suis assez timide, même si on ne le voit pas trop au quotidien. Ça se voit. Non, en fait, je pense que le truc, c'est que tu as la capacité en fait de soutenir et C'est de ça. monter au créneau pour les projets des autres. Oui, Mais quand il s'agit de quelque chose que toi, tu dois porter personnellement, tu as plus de mal. c'est ça. Donc du coup, je me suis dit, prise de panique, je me suis dit, je vais jamais le faire. En fait, je vais devoir me présenter moi, être visible. Et au final, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment l'entourage. Il y a l'entourage en fait personnel qui m'a aidé sur la maladie, et d'autres entourages que j'ai découvert, Emma Rodani, je vais pas vous mentir que c'est grâce à vous, vous m'avez boosté un peu plus sur le projet, et du coup je trouve ça vraiment magique et bienveillant, parce que ça vous donne le déclic de le faire en fait, de dire on a les capacités, c'est le regard des autres qui vous le disent, et qu'il faut juste le faire en fait. Et du coup ça cette peur, elle est un peu disparu, même si j'ai un peu du mal à m'exprimer devant tout le monde, mais je me dis ça me donne plus envie de continuer, parce qu'en fait derrière les gens nous encouragent, me disent que c'est possible, et en plus je vais aider peut-être d'autres personnes. On est en train de parler aussi, tu vois, on parlait de l'importance de l'entourage, c'est-à-dire que lui, il a connu en fait des personnes qui étaient pareilles, qui avaient connu l'Ironman, qui avaient déjà expérimenté ça. Donc par analogie, on est un peu dans la même chose, c'est-à-dire que ça, c'est un projet entrepreneurial que tu vas mettre en place. Et nous, en fait, le regard qu'on a eu, c'est simplement le regard en fait qu'on a eu nous-mêmes à nos débuts en étant entrepreneurs, et on sait ce que ça coûte que de justement surmonter ces peurs-là pour passer à l'action. Et donc quelque part, c'est ce que je te disais, c'est la valeur et le bénéfice que peut apporter ton projet si tu le concrétises, il est bien plus élevé que tes propres peurs. Oui. Donc les peurs, elles méritent vraiment d'être laissées de côté et d'aller juste de l'avant. Et c'est formidable ce que tu es en train de faire. Merci. Tiens, vraiment merci. Merci à vous. Franchement, Marie-Sylvaine, top quoi. Donc la prochaine étape, c'est quoi là concrètement pour toi? Parce que là, il nous a parlé de son défi là, l'année prochaine. Donc on sait qu'il y a tout un plan de bataille qui se met en place. Toi, en fait, c'est quoi alors la prochaine étape, c'est mettre ce projet en mode recherche et d'une manière bénévole avec des sociétés de consulting. D'accord. Et là, tu es en contact avec justement, tu m'as dit une société. J'en ai ai parlé à ma présidente. Il faut juste faire le nécessaire. Et avoir récolté les personnes qui peuvent y répondre, parce qu'il faut avoir légalement, de manière
les images. Mhm. Mais voilà, ça peut se faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à, et peut-être que la prochaine fois, je vous en parlerai de manière concrète. Super. Ah bah écoute, on a Voilà. hâte d'avoir le follow-up. Bravo, merci, Merci à toi. beaucoup. Merci Top. d'avoir Franchement, merci. Bravo. Fait pleurer. En fait, j'ai pleuré. Arrête tes bêtises, toi. Oh là. Merci. Et effectivement, moi, j'avais vraiment envie que tu parles également parce que alors, il faut quand même expliquer. Olivier, en fait, il a démarré l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, très très tôt. Très très tôt, parce qu'en fait, juste à la fin de ses études, boum, tu t'es lancé toi, en fait. Donc, j'ai envie de dire, la peur, je sais pas comment il a fait, mais il a pas eu forcément peur. Peut-être à ce moment-là, j'aimerais bien que tu le précises, ou peut-être que tu l'as eu, cette peur-là, mais que ça s'est exprimé d'une autre manière, ou tu l'apprenais d'une autre manière. Et je pense que ça peut être intéressant pour les auditeurs également de comprendre comment toi, tu as trouvé tes clés pour justement surpasser ça. D'accord. Bah, alors moi, j'avais commencé à bosser mon projet avec mes frères durant mes études. Et du coup, dès que j'avais terminé, je me suis lancé directement. C'est vrai que à cet âge-là, j'ai été un peu casse-couille, un peu tête brûlée, donc ça me faisait pas peur. Avec le recul, moi je me dis c'est pas plus mal, et puis commencer à n'importe quel âge, ça a des avantages et des inconvénients. Donc au final, il n'y a pas forcément de bon timing, c'est surtout nous, quand on ressent, tu vois, si tu ressens, bah maintenant tu peux le faire, ou dans 5 ans, après avoir pris un peu d'expérience, ce genre de choses. Donc ça dépend vraiment de la personne. Donc moi, bah, j'étais un peu impatient, du coup, je voulais pas vraiment attendre qu'on me laisse ma chance et évoluer, etc. Et du coup, bah, j'ai voulu me lancer directement. Et du coup, ça fait 8 ans que je suis chef d'entreprise. Et j'ai monté 2 boîtes, une dans le B2C, une dans le B2B, avec des problématiques différentes. Et au début, c'était le plus challengeant, c'était plutôt savoir quoi faire. Parce qu'en vrai, c'est monter une boîte, c'est très bien. Mais après, finalement, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, bon, bah, c'est pas écrit dans les bouquins, on t'a pas forcément appris, et puis l'entourage n'a pas forcément construit de ce genre d'écosystème. Du coup, bah, tu tâtonnes et tu avances petit à petit, tu fais des choses. Et je me rends compte que c'est plus mental, en fait. C'est plus mental qu'autre chose, que technique. Parce qu'au final, tu fais des choses, et le temps que ça se mette en place, le temps qu'il y ait des résultats, etc., et bah, du coup, tu cogites et tu te dis, bah, j'ai fait tout ce que je pouvais, et pourtant, les résultats sont pas encore là. Et c'est là où c'est le plus dur, parce que tu te dis, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et après, ça arrive petit à petit. Et puis après, une vie entrepreneuriale, il y a des hauts, des bas, et c'est surtout au niveau, bah, quand il y a des hauts, bah, tout va bien. Et quand il y a des bas, bah, c'est là où c'est vraiment la résistance mentale, où tu te dis, est-ce que je lâche, est-ce que je lâche pas? Exactement, parce que souvent, bah, l'entourage, eux, ils voient le résultat, et en fonction du résultat, bah, ils te disent, ah bah tiens, t'as raison, ou justement, tu devrais arrêter et te remettre dans un truc plus sécurisant pour eux. Donc, bah, moi, personnellement, je savais que c'était pas encore le temps d'arrêter. Donc, j'ai continué, et petit à petit, j'ai rencontré d'autres problématiques, c'est-à-dire qu'on me proposait du travail sur des domaines où j'étais pas forcément qualifié. Et du coup, au culot, je disais oui, ok, pas de souci. Et puis, Moi, j'ai pas peur. en off, je me dis, mince, comment je fais? Et du coup, je me renseigne, je parle à des gens qui ont fait, ou des fournisseurs, je regarde sur internet des vidéos, ce genre de choses. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses comme ça. Et au final, bah, je me pointe au rendez-vous et je fais mon truc. Parfois ça marche moins bien. Et quand ça marche moins bien, c'est là où, bah, pour un travail, par exemple, si tu as l'habitude, on va dire que ça te prend une demi-journée, bah, toi, ça va te prendre peut-être un jour. Et du coup, il y a ton mental qui travaille, tu te dis, bah, déjà, tu es devant le client, donc du coup, ça te met une pression, et tu te dis, ouais, comment je vais faire et tout. Et au final, bah, les gens sont pas forcément plus intelligents que toi, donc quelque part, bah, avec un peu de logique, un peu de bon sens, a priori, ça devrait faire dans un taf à peu près normal, on va dire, pas trop technique et tout. Donc ça devrait aller. Et à force de répéter ce genre de situation, eh ben, ça développe une sorte de confiance sur des choses. Au début, tu vois, il y a toujours une appréhension sur des choses que tu n'as jamais faites, ce genre de choses. Et à force de faire ce genre de choses, et tu te dis, j'appréhende,
Mais j'ai fait tellement de choses que je ne savais pas faire Que qu'au finalement, finalement, ça va le faire encore. en fait, tu minimises entre guillemets comment dire, le risque par rapport à un nouveau domaine, du fait que justement tu transposes en fait des expériences passées que tu as pu en fait réussir sur de nouveaux challenges entre guillemets. Alors moi je me disais que j'avais fait des choses pires. Et du coup Ouais, c'est ça, pas mal aussi vu en comme ça. comparaison, tu vois, bon voilà, Oh, c'est ça pas va, je me grand relaxe. chose. Ça va, Donc finalement, voilà, j'ai je me connu démerde pire, bien. donc au final, bon, je peux le faire. Tu vois. Si j'ai réussi à faire ça, je peux faire ça. C'est qu'a priori tu peux, ouais. Voilà. Donc Et, en fait, voilà. c'est en dédramatisant quelque part à chaque fois une nouvelle situation ou quelque chose qui t'était inconnu, Mm. tu le dédramatisais. Bah, il y a déjà de ça, et il y a aussi je pense qu'il y a une part d'ego en moi. Et quand j'ai peur, bah j'y vais quand même. Je sais pas, j'ai une sorte d'excitation quand même, et j'y vais quand même. On y vient. Alors, Et, l'ego, alors, c'est vrai, c'est important ce que je disais, c'est que c'est pas bien d'en avoir trop, mais c'est toujours important d'en avoir un peu quand même, parce que c'est ce qui te permet finalement de transformer quelque part ce stress ou cette peur, ce doute, en quelque chose de excitant, comme tu parles d'adrénaline. Et je pense que c'est très vrai. C'est que quand tu vois en fait que le projet il est tellement excitant, c'est l'inconnu, mais en même temps c'est le kiff de pouvoir explorer quelque chose que tu connais pas, C'est et ça. te dire finalement ah putain j'arrive, je peux le maîtriser, ça te donne envie en fait de poursuivre et de voir jusqu'où tu peux aller finalement quelque part. Tu pourras mettre des bips. Oh, Ce sera sympa. Rajoute-en encore plus. Ouais, mais là, il y en aura plein là, j'ai je une pense anecdote, c'est par exemple, dans mon taf, Ouais. j'étais amené à aller à l'étranger en Chine Ouais. pour visiter les fournisseurs, et moi je parle pas chinois. Ah. Et je sais pas lire le chinois non plus. Ok. Et du coup, psychologiquement, c'était assez difficile de prendre l'avion et de prendre des trains, des bus, je sais pas quoi, aller dans des contrées reculées, je sais pas quoi. Ouais, ça faisait beaucoup, ouais. Oui, voilà, c'est ça, tu vois, un terre du Mordor. Et du coup, connais des chiffres, hein. psychologiquement, tu te dis, comment je vais faire pour m'exprimer, pour demander le chemin, ce genre de choses. Et après, tu fais et tu galères. Je me suis perdu, même. Je suis allé à Shanghai, je me suis perdu. Je me suis même dit, mince, du coup, je vais dormir dehors et tout. Et après, j'ai eu la chance, j'ai rencontré un Français au McDo et tout. Et du coup, on a discuté. Et puis après, il m'a indiqué mon chemin, ce genre de choses. Et franchement, il m'arrive plein de choses. Et du coup, à force, tu te dis, je me suis déjà parlé à Paris. Ou au Luxembourg, là c'est en Chine. Donc, au bout d'un moment, je me dis, ça va prendre du temps, mais bon, C'est au bout d'un finalement moment, j'ai retrouvé mes pas. ce qui est cool aussi, c'est quelque part, là tu parles de différents lieux géographiques, mais c'est un peu ça aussi. C'est au-delà d'arriver à l'objectif, c'est tout le voyage. Finalement, c'est tout ce que C'est tu ça. vis en fait émotionnellement, c'est les différentes étapes que tu vas entre guillemets franchir et qui fait que je pense qu'il faut profiter de tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'au-delà de la peur, c'est de dire le kiff de finalement découvrir, d'explorer. Ouais, voilà, c'est ça. C'est marrant parce que déjà tu étends ta zone géographique, donc au final que tu sois à Londres, en Chine ou en France, c'est à peu près pareil. C'est juste que tu changes de langage, mais sinon globalement, si tu te débrouilles et que tu craques pas, normalement tu devrais pouvoir trouver tes pas. Donc voilà. Et puis après, par rapport aux différentes missions que tu peux avoir, là c'est vrai que quand tu as des trucs que tu te demandes, que tu sais pas faire, par exemple on me dit tiens, je voudrais que tu interviennes sur tel sujet, une conférence devant plein de personnes, t'as jamais fait de conférence, c'est vrai que tu as aussi cette appréhension, comment je vais faire, comment je vais parler et tout. Et Le là, regard de l'autre aussi. le regard de l'autre, et du coup tu te renseignes, tu travailles beaucoup sur le sujet, tu décomposes, grosso modo, par exemple, tu as une thématique, tu décomposes en petites parties, et puis après, à force d'avancer, déjà tu maîtrises mieux, et c'est rassurant aussi, parce que des fois je me dis, je suis pas légitime, et puis après en réfléchissant un peu, je me dis, peut-être que je serais pas légitime sur certains profils, par exemple avancés, mais pour des gens qui commencent de zéro, je pourrais leur apporter Tu pourras plus, toujours apporter parce plus. que vu les recherches que je fais, j'en connais plus que 80%, et pour ces gens-là, je pense que ça pourrait apporter des choses, Et au ça, moins les clés. Ça, c'est intéressant que tu parles de légitimité parce que je pense que beaucoup de gens attendent d'être expérimentés pour se sentir légitime. Alors qu'en fait, je pense que pour beaucoup, les gens sont intéressés par le fait qu'on soit débutant et qu'on s'intéresse à un domaine. Parce qu'avant d'être expérimenté, on a tous été débutants. C'est ça. Donc forcément, je pense que même les gens, le handicap même des gens expérimentés, c'est souvent qu'ils savent même plus ce que c'est que les difficultés des débutants. Et que les gens qui ont besoin de comprendre, ils ont besoin de s'identifier à des gens qui galèrent au début. Ou ce qui paraît logique pour eux ne l'est pas forcément pour les autres. Exactement. Et ce qui est intéressant, quand on n'a pas forcément 10 ans d'expérience,
c'est qu'aussi on comprend des problématiques différentes. Tout à fait. Et du coup, on se met à la place du débutant, et un peu en mode guide pour les nuls. Et moi, de là à là, tiens, je me suis posé telle question, et potentiellement, si je me suis posé la question, d'autres me sont posés aussi. Exactement. Donc, Bravo, bah ouais, écoute, merci. Et toi, donc aujourd'hui, quel est ton challenge là? Alors, quel est on va dire, le défi que tu as envie que tu veux relever et que tu as envie de mettre en place? L'appréhension peut-être que tu peux avoir sur ce nouveau comment dire, projet. alors là, l'appréhension, c'est plus des domaines que je connais pas. Et là, j'ai tout plein d'idées. Là, j'essaie de faire le tri en fonction de mes priorités, etc. Parce que si je fais une boîte par idée, au final, je m'en sortirai jamais. Donc là, je suis en train de faire le tri. Tu fais le tri. Et tu peux nous en parler la prochaine fois. Ah, pour la prochaine C'est émission. ça. Ok, d'accord. Bon, c'est top. Merci pour ton partage Avec d'expérience. plaisir. Vraiment, merci. Vanessa, it's your turn. Alors ça c'est top parce que ouais, moi j'ai envie de parler de ton parcours parce que tu m'as dit que justement tu étais en fait cadre, salarié, bien payé, tu étais dans un domaine dans lequel tu te plaisais en plus parce que tu manageais une équipe aussi, donc tu te sentais bien, tu étais vraiment dans une dynamique en plus on va dire c'est dans la même énergie que toi, challenging quand même parce qu'il y avait quand même cette on va dire il y a une forme de performance mais c'était aussi quand même de la bienveillance. Tu m'as parlé en fait d'une dynamique de groupe tu te sentais bien et pourtant tu as voulu complètement revirement de situation, tu es allé à l'opposé de tout ça et tu es allé dans le bien-être. Ouais. Donc je vais pas dire plus, quand j'ai teasé le truc, t'as vu hein, pas mal, bien joué. c'est pas mal hein. Donc moi j'aimerais que tu nous racontes et que tu nous expliques ce revirement et est-ce que tu as eu peur, est-ce que tu n'as pas eu peur, pourquoi tu n'as pas eu peur. Ça, c'est intéressant parce que chacun, comme je disais, le vit différemment. Et souvent, en tant que femme, on a ce problème de pas se sentir légitime. Mais toi, c'était pas ça. Et j'aimerais vraiment que tu nous en parles. Ouais, du coup, je vais revenir un petit peu sur mon parcours parce que c'est ça qui va un peu expliquer comment je chemine Bien sûr. de manière assez, mine de rien, fluide à travers tout ça. Et ce qui est assez trippant, en fait, hein, comme chemin. Moi, j'ai jamais su ce que j'allais faire de ma vie, mais vraiment, littéralement, de mes 10 doigts, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Un jour, je voulais être vétérinaire pour chevaux, le lendemain, je voulais être avocate. C'était n'importe quoi. Je pense que c'était la grande panique à la maison parce que j'ai passé mon bac, on savait toujours pas ce que j'allais faire. Je suis allée à l'université d'histoire parce que j'aimais l'histoire, mais sinon, on savait pas trop pourquoi je faisais ça. J'ai même fait Sciences Po en me disant, bon, voilà, au moins, ça ouvrira toutes les portes. Mais ça, là, mais je pense que plein de gens peuvent s'identifier, mais totalement, parce que franchement, on nous aide pas là-dessus. Non, c'est explorer et savoir ce qu'on veut vraiment. Surtout qu'en fait, pour la faire courte, on a un système d'éducation qui nous dit quand même, soit t'es bon en français, soit t'es bon en maths. En gros, c'est ça. Hein. Et du coup, moi, maintenant, j'aurais plutôt tendance à me rapprocher à toutes les connaissances liées au corps humain. Mais comme j'étais une quiche absolue en maths, j'ai été obligatoirement envoyée en littéraire, que j'adorais lire, donc forcément j'étais le stéréotype de la littéraire, et à partir de là, c'était foutu pour des études scientifiques, on va dire, donc c'est vrai que ça aide pas, on va dire. Oui, bien sûr, on est tout à fait d'accord. Ça aide pas, et puis on n'encourage pas forcément les carrières un peu alambiquées, donc voilà. Et donc dans tout ça, j'ai fait un bout de mes études, j'ai fini mes études à l'étranger, je suis partie vivre au Japon pendant 5 ans. Où j'ai fini ma maîtrise de sciences politiques et moi à partir de là j'ai décidé de rester, j'ai fait prof d'école maternelle en anglais du coup parce que je parlais l'anglais grâce justement à avoir vécu de par mes voyages à l'étranger et à partir de là en fait je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'y allais à l'instinct mais c'était super chouette quoi. Enfin, je me plantais rarement et même si on pouvait avoir l'impression que je me plantais en réalité je tournais toutes les choses en ma faveur donc c'était un vrai apprentissage en réalité tu te découvrais en fait, tu te découvrais vraiment, t'as vraiment appris à te connaître. Complètement. Enfin, en tout cas, surtout cette partie-là, à chaque fois, je me disais, c'est pas, je trouverais, il n'y a pas de souci, au moment où, parce que quand on part dans un programme d'échange universitaire, c'est bien cadré, on a le cadre, on a tout ça, et puis au moment où on dit, je vais rester, faut trouver un boulot, faut faire signer un visa de travail, l'immigration au Japon, c'est sympa quand même. Et du coup, à partir de là, j'étais un petit peu plus à l'aventure, quoi. Et à aucun moment j'ai vraiment paniqué, dans mon souvenir, jamais ça a été un espèce de je suis au Japon, je suis toute seule, mais non, mais au pire quoi, tu prends un billet d'avion pour le retour et c'est tout quoi. Et en fait, cette manière de penser m'a accompagnée jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'après, je suis rentrée en France, donc
5 ans au Japon, je suis rentrée en France en 2013. Ça a été très compliqué de trouver un travail parce qu'effectivement j'ai un CV Atypique. un petit peu Bah atypique et ça, les employeurs français ils apprécient pas forcément. Les seuls qui apprécient, c'est ceux qui sont dans la vente parce que comme je parlais le japonais et l'anglais, bah, j'ai fini dans les magasins de touristes à Versailles. Ensuite, j'ai vendu des macarons voilà. Parce que je parlais japonais, mais forcément, là, je pense que j'aurais pu faire des études les plus basiques, mais bon, comme je parlais japonais, oui. Mais c'est vrai que c'est pas courant en France de trouver des personnes qui sont. Ouais. C'est pour ça que je disais que t'es une vraie banane, hein, parce que t'es une banane inversée, t'es un jaune d'œuf, mais c'est formidable, c'est du sang de bridé donc qui coule en toi, mais de puissance 10 000. Et ce qui est formidable, c'est que justement tu l'as tourné comme ça à ta faveur en fait. Donc, bah, c'était ça a été un vrai apport en plus. Enfin, moi, c'est, culturel. Un apport culturel. Enfin, la vie au Japon me correspondait complètement. Je me suis toujours sentie super à l'aise là-bas. Et du coup, le retour en France a été très compliqué parce que justement, je me retrouvais pas dans ce qui était censé être mes racines, ma culture et tout. J'étais wow, mais ça m'appartient pas du tout en fait. Quoi. J'ai commencé à aimer le vin rouge et le fromage à mon retour en France. J'ai dit, faut quand même que je fasse des efforts, mais sinon, c'est compliqué quoi. La coriandre, tout ça, ça me manquait. Mais Il y en a ici, hein. Au 13e, c'est bon. Hein. Donc, tu vas juste chez à Bussy et Paris Store t'en faire parce qu'il faut. Ouais, c'est vrai, ouais, tiens. Mais Et ouais. donc, du coup, alors ça a été le périple. Donc, une fois que tu as retrouvé un taf, justement, comme tu disais, plutôt alimentaire, à partir du moment où tu parlais japonais, les gens voulaient te prendre, voilà, en tant que salarié. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que sur ton dernier poste, là où tu as cheminé, justement, avant d'arriver quand même sur le bien-être, parce que, effectivement, quelque part, c'était naturel. Si on est sur la culture, effectivement, du Japon, où la bienveillance, le bien-être... Bon, sur certaines, on dit pas sur tout, hein, mais voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont aux antipodes sur pas mal d'extrêmes, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que le bien-être au travail, on le voit pas trop, mais en même temps, c'est une vraie philosophie, un art de vie par ailleurs. Donc ça, comment toi, t'as pris vraiment le meilleur de chacune des cultures en réalité? Ouais, en fait, j'ai fait un peu ma cuisine, on va dire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me retrouvais vraiment. Après, il y a quand même eu des raisons pour lesquelles j'ai quitté le pays, parce que si effectivement ça me convenait tant que ça, j'y serais restée. Bien sûr. C'est une certitude. Mais en l'occurrence, au bout d'un moment, voilà, je pense que j'avais envie de voir autre chose. Et puis le retour en France, c'était aussi au début un peu de se dire la vie de famille, tout ça. Après voilà, j'ai fait beaucoup de cheminement intérieur et tout ça, je comprends maintenant d'autres choses. Mais voilà, au retour, l'idée c'était d'essayer de trouver un travail qui me plaise. Donc au début ça a été compliqué, mais encore une fois j'ai tourné le truc en ma faveur, c'est-à-dire que je suis passée dans la vente. Ça m'a permis de parler japonais et anglais toute la journée, donc ça c'était vraiment le kiff absolu. Et j'ai évolué très rapidement parce que avec mes études et puis parce que je pense que j'aimais ça et je suis passée manager assez vite donc de boutique et après sur Paris dans la gastronomie de luxe, ce qui a été un grand rêve pour moi parce que je pouvais manger super bon toute la journée. Et le point commun des gens qui sont ici, c'est qu'on aime la bouffe. Hein. Voilà, j'ai Et donc du coup, t'étais passé manager et donc qu'est-ce qui a fait que justement, parce qu'il faut quand même le dire, c'est que maintenant tu pratiques, c'est ton métier, t'en plein, t'es entrepreneur dans le bien-être. Et il faudrait que tu nous expliques quand même ce basculement, parce que c'est vrai que, comme tu dis, ça n'a pas été une peur, ça a toujours été naturel. Et donc finalement, cette peur, tu l'as complètement laissée de côté pour te lancer. Et ça, en fait, qu'est-ce qui t'a fait que justement, tu n'as pas eu cette peur? Parce que justement, comme tu disais, tu t'es toujours écouté, tu as toujours en fait suivi un peu cette énergie, ce flow. Et au final, pour te lancer là-dedans, mais par contre, ce que tu me disais, c'est que d'autres peurs sont apparues du fait que justement, c'était ok, j'y vais, mais finalement, il y a quand même pas mal d'inconnus par la suite. Ouais, déjà, dans l'idée, c'était de se dire, moi, au bout d'un moment, en fait, j'ai eu un sentiment que j'allais exploser. J'adorais ce que je faisais, j'adorais mes équipes, voilà ce que tu disais, c'est que moi, en plus, je m'entendais super bien avec qui je travaillais, puis j'aimais développer ce côté manager. Qui était là pour pousser les gens et pas juste pour leur mettre des coups de cravache. Vraiment, j'aimais pas du tout ça. De toute façon, je vais jamais. C'est pas dans ta nature. Conflit, c'est pas mon délire. Et bref. Et du coup, à un moment donné, en fait, c'est devenu comme si tout d'un coup, c'était devenu une certitude. C'est limite, j'ai pris le RER et tout d'un coup, j'étais là. Je les ai encore ces post-it là. C'est assez extraordinaire. J'ai un paquet de post-it parce que j'avais toujours des post-it partout dans mes poches au boulot pour noter le gâteau pour machin, le truc. Et j'ai ce paquet de post-it et là, j'ai mis plan A.
partir à la fin du mois, donner madame à la fin du mois, partir en formation. Plan B, donner madame à la fin du mois et partir à l'étranger. Plan C, donner madame à la fin du mois. Et vraiment, je fais. Je donne madame. Il y a un point commun, il faut que je me casse en fait. Ouais. Et il y a eu un espèce de trop plein. Mais vraiment, c'était comme latent, et tout d'un coup, boum, il y a une explosion dans ma tête. Je fais non, mais de toute façon, c'est simple, ma vie elle est plus ici quoi. Et à partir de là, non, je pouvais pas avoir peur en fait. Je pouvais pas avoir peur parce que je savais pris que ta décision. là, c'était trop dur. Ce que je m'infligeais, c'était de prendre les transports tous les jours, de devoir rendre des comptes à des personnes qui m'écoutaient plus, de galérer vraiment. Il y avait un sentiment en fait d'impuissance dans mon travail que je supportais pas parce que je suis une bosseuse et quand je sens que je passe mon temps à me taper la tête dans les murs parce qu'on n'est pas capable de pousser le mur un peu plus loin et de se dire tiens je vais te donner plus de moyens pour faire ton taf, donc normalement ça rend dingue quoi. Et donc je dis bon là faut que ça s'arrête. Mais sur le coup, je savais pas trop, je reviens un peu Olivier, c'était un peu en mode ok, je vais créer un truc, mais je fais quoi? Je fais quoi? Et en fait, pendant ce temps-là, j'avais commencé à suivre une formation d'aromathérapeute sur le net, donc pour me former aux huiles essentielles. Et tout d'un coup, je sais pas, j'ai eu comme une Madeleine de Proust en sentant une odeur, justement. Je dis, mais ça me rappelle que quand j'étais au Japon, j'avais une pote néo-zélandaise qui faisait la même formation, mais là-bas en Nouvelle-Zélande, c'est appliqué au massage. Et je me suis dit, ouais, ça j'adore, en plus masser, j'aime bien, pourquoi pas. Et j'ai reçu un massage dans les 3 semaines qu'on suivit ça par donc une praticienne en massage bien-être. C'est très différent de ce qu'on retrouve dans les instituts ou d'un kinésithérapeute. On parle avec masseur bien-être, on parle vraiment avec des intentions qui sont différentes, des formations qui sont différentes, on est formé en anatomie et tout ça. Et du coup, j'ai reçu un massage par une professionnelle, donc une praticienne en massage bien-être. Et là, je suis ressortie de là, je dis ok, t'as été formée où, comment ça se passe? Et à partir de là, en fait, il y a eu tellement de coïncidences, je me suis dit non, mais c'est extraordinaire, le chemin m'a mené là. Enfin, j'ai fait mon école pendant 1 an, donc j'ai quitté ma boîte, j'ai profité entre guillemets d'être sans emploi pour pouvoir faire ma formation. Et en réalité, en fait, maintenant que je suis installée, je me rends compte que toute ma vie, j'ai cherché un métier à faire. Alors que c'était pas un métier que je cherchais, c'était un chemin de vie sur lequel je devais m'embarquer en fait. Et maintenant que je l'ai trouvé, c'est ça, et ça se déroule tout seul. Ça se déroule tout seul. Donc en fait, j'ai eu un moment un souci de légitimité par rapport plus à l'aromathérapie parce que comme je disais, j'ai pas fait d'études scientifiques et je suis rentrée dans des études quand même. Là, on parle de molécules, on parle de tout ça et je te dis non mais je suis pas. J'avais le syndrome de l'imposteur aussi, de me dire non mais qui je suis moi pour parler du laurier noble, de toutes ses qualités et tout ça. Et j'ai justement un ami qui m'avait dit non mais tu as ce niveau-là, tu as des personnes qui sont à ce niveau-là et tu vas leur parler la même langue qu'eux. Donc ils seront tout à fait aptes à écouter ce que tu as à dire. On ne demande pas d'être là, on demande d'être accessible. Donc vas-y quoi. Partage ton kiff quoi. Et donc à partir de là, voilà, des vraies peurs, je pense que j'en ai rarement eu parce qu'en plus tout c'est vraiment emboîté, mais à une beauté. Tu sais, mais... les astres se sont alignés là, c'est incroyable. C'est pour ça que quand je parle de chemin. Oh ça va. Quand je parle de chemin, c'est vraiment de ça en fait. À partir du moment où j'avais embringué, où cette voie-là, elle est apparue, mais le tapis rouge s'est déroulé en fait. Et c'est pour ça que j'ai vraiment pas eu. Il y a peut-être eu des craintes parce que c'est ce qui est lié à nos schémas culturels, tu vois, à ce qu'on me dit. Mais tu vas être entrepreneur, t'auras jamais le temps de fonder une famille. Mais t'es en plus une parade, en plus masseuse. Alors là, masseuse, autant te dire que. Oh là là. Entre les remarques un peu limites et te dire mais ça paye sinon masseuse. Bon alors déjà d'une je suis praticienne en massage bien-être, j'ai arrêté d'être aussi et c'est vrai que ça a été c'est plus lié au schéma culturel, je pense que j'ai eu des craintes qui n'étaient pas les miennes en réalité. Il y a des gens qui ont projeté, qui t'ont projeté sur moi toi des peurs, des craintes, tu vois, les proches, mais est-ce que ça va te rapporter assez d'argent? Est-ce que c'est et c'est des craintes légitimes, les proches ils pensent à nous, ils n'ont pas envie qu'on crève de faim. Mais on se rend compte bien d'une chose, comme tu dis, c'est que ce ne sont pas forcément nos peurs, ce sont les peurs des autres qui sont projetées sur nous, comme tu dis. Et le problème, si on n'arrive pas à s'affranchir assez tôt, ça peut vraiment bloquer et t'empêcher de passer à l'action. Et c'est pour ça que je disais que l'entourage, déterminant. Et souvent, en fait, c'est pas forcément les gens les plus proches de nous, c'est pas forcément la famille, les amis les plus proches qui vont pouvoir nourrir ça, parce qu'eux-mêmes ne seront pas dans cette démarche et dans cette dynamique-là. Et puis ils ont pas le recul. Non. Et puis ils ont, eux, un aspect, je pense à ta sécurité en premier, mais en fait, en cela, eux, voilà, avec ce que je sais maintenant, je me dis que c'est pas, ils pensent pas à ta sécurité, ils pensent à la leur, et ce que tu fais les effraie, et c'est hors de leur portée, c'est leur peur qu'ils projettent sur toi. C'est ça.
Alors moi, j'ai annoncé ça direct. Hein. Vous vous inquiétez, moi je suis zen, mais relax. Oui, complètement. Et tu vas partir au Japon et tout ça. Ouais, t'inquiète, ça va le faire. Mais c'est génial. Mais comme quoi, à partir du moment où tu laisses vraiment en fait les choses s'exprimer, les choses se déroulent de manière bien naturelle. ouais, naturelle. Ouais, quand les choses, pour moi, quand les choses apparaissent de manière aussi limpide, je peux pas tourner le regard et dire non, mais j'ai rien vu, j'ai trop peur d'y aller. Non, là, c'est là. Et il y a aussi une image en fait intéressante là, justement pour parler de ça, que par rapport aux peurs, il y a en fait dans un bouquin que j'avais lu en fait d'Anthony Robbins, il parle en fait d'une séquence assez intéressante où il devait faire en fait de la voiture. Les voitures, tu sais, un peu effet cascade où tu dois en fait, quand tu fais faire des dérapages. Et en fait, le moniteur qui lui apprend en fait à déraper avec la voiture lui dit bien attention, je vais provoquer le dérapage. Et au moment où tu vas déraper, il va falloir que tu contrebraques et surtout tu ne regardes pas le mur. Parce que si tu regardes le mur, tu vas te prendre le mur. Tu dois regarder, tu dois regarder la direction où tu dois en fait avancer. Ne regarde pas le mur. Et en fait, ce qui s'est passé fatalement, c'est qu'il provoque le dérapage et là, il regarde le mur. Il a ça en fait de prendre le mur. En réalité. Et en fait, il contrebraque à ta page, je t'ai dit quoi? Ne regarde pas le mur, regarde de l'autre côté. Et en fait, tu te rends compte que dans la vie, c'est exactement la même chose. C'est qu'à partir du moment où tu vas regarder en fait ta peur et que le truc qui te fait le plus peur, tu le regardes tellement gros qu'en fait, il va t'arriver exactement. Enfin, la peur va se produire et s'incarner dans ta vie. Et alors, la réalité, c'est ce qu'il disait, c'est que l'image était très forte, c'est qu'il faut regarder justement là où tu veux en fait décider d'avancer et pas là où tu as peur en fait de prendre le mur. Parce que finalement, tu vas te prendre ce mur-là. Donc je pense que ça résume assez bien, c'est que finalement, le plus simple, c'est de se laisser vraiment porter, avancer et avancer tout droit, tout simplement, tout droit. Faut y Ça, croire, c'est en bonne fait. conclusion. Moi, je note aussi une chose, c'est que toi, t'aimes bien masser. T'aimes bien se faire masser. Le gros relou, tu sais, il fallait bien qu'il fasse son beau, il était obligé, quoi, t'as vu, et il s'est obligé de le faire, en train de peur, C'était pas la thématique de l'émission, on parlait pas de... Hein, c'était... Mais ouais, non, mais c'est super, quoi, franchement. C'est ça, c'est partout où j'arrive. Non, laissez-moi tranquille. Merci Vanessa, Merci. franchement bravo pour Vanessa. ce témoignage, franchement c'est super quoi, vraiment c'est hyper inspirant, merci pour vos partages à tous quoi, vraiment Mais attends, il y a... j'ai trouvé ça vraiment Cody. cool. Mais oui. Tu veux qu'on switch? Je peux prendre la caméra et tu... On fera une prochaine émission. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était la première séquence. J'espère que ça vous a plu. En conclusion, je pense, c'est le mot de la fin pour conclure en fait cette première édition, chers auditeurs et chères bananes. C'est pour vous dire que quoi qu'il arrive, ne cherchez pas à être parfait. Agissez, commencez, ne cherchez pas à être prêt, parce qu'en réalité on l'est jamais. Là, c'est le retour d'expérience de chacun d'entre nous. On n'est jamais prêt tant qu'on n'a pas commencé. Donc je vous invite vraiment à juste passer à l'action, vivre en fait simplement ce qui vous appelle et votre passion et essayer de bien vous entourer. C'est-à-dire que ne cherchez pas la validation de regard de vos parents, de vos amis. Cherchez simplement en fait les conseils et le regard avisé de ceux qui sont déjà passés à l'action, qui peuvent vous inspirer. Je pense que c'est le meilleur des conseils que nous ont donné nos invités aujourd'hui. Donc voilà. Donc pour cette rentrée, résolution, il est temps de passer à l'action. Allez, ciao ciao les amis, bisous. Ciao ciao, ciao ciao, on dit au revoir, bye bye. Bye bye à tous. Ciao ciao. Alors, ouais. Oh ouais, je crois. Mais c'est pour les indépendants.